Les grands dossiers du gouvernement Iloukamba, la visite du souverain pontife en Afrique, la place des femmes au sein des forces de défense et de sécurité, et puis la coopération sino-togolaise. Voilà le menu de Regard croisé ce soir avec Jean-Paul Agbo, Arcolete, directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. David Diagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. La République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Iloukamba a présenté son programme de gouvernement mardi 3 septembre devant 70% des députés que compose l'Assemblée nationale. Les grandes lignes de ce programme, environ 2 heures de discours et 36 pages feuilletées, le chef du gouvernement a présenté son programme sans préciser le coût de sa réalisation ni mentionner des mesures précises. Comme avec ses prédécesseurs, Sylvestre Ilunga compte en finir avec les groupes armés dans l'est du pays en allouant plus de moyens aux forces de sécurité. Il a également insisté sur la lutte contre la corruption. Pour ce premier gouvernement de Félix Tshisekedi, gouvernement 1, le programme du Premier ministre Jean-Paul Agbo, est-ce qu'on peut dire que dans le fond, c'est un programme alléchant? Oui, comme tous les programmes de tous les gouvernements à travers le monde. Maintenant, c'est à l'œuvre qu'on pourra apprécier l'artisan. Moi, je pense que le premier défi de ce gouvernement sera celui de la cohésion. Un gouvernement pléthorique où on a voulu un peu satisfaire tout le monde. Surtout celui qui semble détenir l'effectivité du pouvoir en RDC. Et d'ailleurs, on a l'impression que le centre de décision est partout sauf au sein de ce gouvernement. Donc ça va être d'abord un défi de garder une cohésion au sein de ce gouvernement et puis de garder une cohérence aussi parce que étant entendu que vous avez deux forces qui sont aujourd'hui alliées mais antagonistes, parce que ne visant pas forcément les mêmes objectifs, il faudra garder une certaine cohérence au sein de ce gouvernement parce que c'est des rivalités qui vont s'affirmer. Et puis après, si ce gouvernement arrive à relever tous ces défis, il va falloir, comme un peu partout, répondre aux préoccupations quotidiennes des Congolais qui sont assis sur une mine d'or, mais qui font partie des peuples les plus pauvres d'Afrique. Donc, il y aura ce défi, donc celui de lutter contre la pauvreté. Mais le plus urgent, comme tout le monde le sait, c'est la lutte contre Ebola qui continue à sévir dans ce pays. Donc, je pense que c'est des travaux d'Hercule qui attendent ce gouvernement. Et il faudra attendre quelques mois pour voir comment tout ça se met véritablement en musique. Alors justement, David Diagbavi, Jean-Paul l'évoquait, c'est d'abord le défi de la cohésion. Est-ce que quand on regarde ce Premier ministre avec son profil, est-ce qu'il a l'étoffe nécessaire pour maintenir la cohésion au sein de cette équipe-là? Oui, à première mesure, parce que c'est un Premier ministre consensuel. C'est un Premier ministre qui a été proposé et soutenu par la coalition dirigée par Kabila et ses alliés. Donc c'est un Premier ministre de consensus. Il a une lourde mission d'apaiser d'abord le pays, puis également d'aller au-delà de l'apaisement. Parce que vous savez que la RDC aujourd'hui traverse des périodes d'instabilité relatives aux différentes rébellions qui occupent l'ensemble ou une grande partie du territoire congolais. Et donc il faut aller au combat contre ces mouvements rebelles qui empêchent le décollage économique de ce pays. Des groupes armés qui se sont constitués et qui dirigent des provinces tout entières et qui sortent carrément du contrôle de l'armée congolaise. Et autre grand dossier sur lequel l'actuel Premier ministre devra forcément se pencher, c'est la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la RDC, autant sous les différents mandats de la présidence de Kabila, la RDC a été décriée sur le plan de la corruption
malheureusement, c'est l'ancienne machine qui est encore là. L'administration publique est majoritairement composée des proches de Kabila, l'armée congolaise également. Et donc, il faut aussi s'atteler à véritablement s'investir pour lutter contre cette corruption. Et en cela, ce Premier ministre doit véritablement taper du poing sur la table pour amener tout le monde à adopter des stratégies qui permettront à ce gouvernement d'atteindre ses objectifs. Maintenant, derrière tous ces axes, il y a aussi la question de la pauvreté. Les Congolais, Jean-Paul le disait tout à l'heure, sont totalement assis sur des mines d'or. Mais aujourd'hui, quand vous allez en RDC, la pauvreté gangrène toute la population et il est difficile de comprendre qu'un pays aussi immensément riche peine à nourrir sa population parce qu'en face, il y a des mouvements de rebelles qui ont décidé véritablement de bloquer toute action de développement. Dans un pays, par exemple, où le Premier ministre n'est pas véritablement très fort, est-ce que toutes ces promesses ne risquent pas d'être simplement de l'eau sur le dos d'un canard? Est-ce que la grande décision viendra du Premier ministre? Lui ne joue qu'un rôle républicain, un rôle régalien. Il vient présenter à la face du monde tout son programme aussi alléchant soit-il. Mais je pense que la grande responsabilité serait d'arriver à rapprocher les deux grandes tendances antagonistes, Kabila et Tshisekedi. Quand par exemple Tshisekedi confie le ministère de l'Intérieur à un de ses proches, Gébert Kakondé, celui-là qui n'a pas d'expérience en la matière, il va falloir qu'il travaille à ce niveau-là avec l'expérience ou l'expertise ou l'accord de Joseph Kabila. Sinon, cela va lui être difficile parce que tout d'abord, à ce niveau, Kabila est un militaire, il maîtrise un peu l'armée et tous les groupes armés de la zone et de la région au moment où Félix Tshisekedi passait de beau temps ou de bon temps ou des jours bien mouillés en Bruxelles. Lui, il était avec les armes. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise un peu la sécurité. Ça, c'est le premier point. Il ne peut pas arriver à régler le problème sécuritaire sans l'aide de Kabila. Ça va lui être impossible. Parce que s'il voudrait peut-être passer outre, ça va lui être tellement difficile. La deuxième chose, il va falloir faire appel aussi à la MONUSCO. Vous savez, entre-temps, Guterres était avec Tshisekedi et il lui a promis une certaine aide. Vous savez, la MONUSCO, c'est la plus grande mission onusienne en Afrique, 16 000 hommes, avec comme budget $1 milliard chaque année. Donc, à cela, ajouter aux forces armées congolaises, ça va peut-être apporter un certain nombre de choses. Maintenant, la deuxième chose, ou la troisième chose, c'est la lutte contre la pauvreté, comme David l'a dit. C'est un pays qui a 70% de la population qui vit avec moins de $2 par jour, 46,5% de la population pauvre. Vous savez, c'est tellement difficile. Un pays avec au rang 161e sur 180 en termes de pays corrompus, il va falloir mettre un accent particulier et sur la pauvreté et sur la lutte contre la corruption. Mais regardez par exemple, quand vous voyez au niveau des finances, au niveau du pétrole, je pense que ce sont des gens qui sont un peu proches de lui, mais il va falloir avoir des yeux, un regard ou des dispositions un peu regardantes pour pouvoir gérer ces secteurs-là. Mais est-ce qu'il est possible pour ce Premier ministre de réussir sa mission quand au moins 2/3 de son équipe sont des novices? Question intéressante. Mais je dirais que c'est de façon délibérée qu'on a mis des novices là-bas. Tu parlais du profil même du Premier ministre que tu trouvais un peu, on va dire, plutôt effacé. Et c'est aussi délibérément qu'on a pris un profil comme ça. À mon avis, déjà pour des raisons institutionnelles, le Premier ministre, je crois que quelqu'un l'a dit, en fait, il est là essentiellement pour... en fait, c'est le premier parmi ses pairs. Il n'a pas de pouvoir, j'allais dire,
autonome, où il peut prendre son indépendance vis-à-vis du président, ou en l'occurrence de Kabila. Donc, si on prend quelqu'un qui peut faire de l'ombre à celui qui l'a nommé, ça posera un problème, surtout dans nos pays, dans la perspective des élections majeures postérieures. Donc, je crois que c'est de façon délibérée qu'on a pris quelqu'un qui n'est pas susceptible demain ni de faire de l'ombre surtout à Kabila et peut-être à Tshisekedi. Donc, je crois que c'est la même logique qui explique pourquoi on prend des ministres inexpérimentés et qui peuvent... Si on prenait des personnalités fortes, des personnalités bien connues, qui ont, j'allais dire, une assise importante dans le pays, ils peuvent aussi être amenés à vouloir prendre leur indépendance. Donc, on a voulu plutôt promouvoir des personnalités qui seront d'abord redevables à celui qui les a promus. C'est comme ça que moi, j'analyse la chose, d'autant plus que, encore une fois, on est dans un gouvernement où il va y avoir beaucoup de rivalité, il va y avoir beaucoup de tiraillements de part et d'autre, parce que vous avez deux fortes personnalités, l'une qui est en dehors du pouvoir, mais qui a l'effectivité du pouvoir, et l'autre qui est à la tête du pays, mais qui aura du mal à diriger le pays sans justement celui qui a l'effectivité du pouvoir. On parlait de ça même mis sur les forces armées. Il n'y a pas que les forces armées, même l'économie est détenue en grande partie par ses proches. Donc, encore une fois, c'est des travaux d'Hercule qui attendent ce gouvernement. Justement, est-ce que ce n'est pas un gouvernement qui va plus passer le temps à régler les problèmes internes plutôt que les problèmes des Congolais? Oui, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il a été mis en place. Mais régler les problèmes, c'est-à-dire entre eux, ministres, c'est-à-dire essayer de faire revivre de faire tenir ce gouvernement. Je vais vous proposer qu'on marque la première pause et on va revenir tout de suite après.